Expedia and Visit Scotland invite you to come step into centuries of history that await in Scotland. Castles steeped in legend walk along cobblestone streets. Come share the warmth of stories passed down through generations. This is a place with a past that is fully present today and all yours to explore. Plan your Scottish escape today at expedia.com/Visit Scotland. Salut chères personnes abonnées, bienvenue au 15e épisode spécial pour vous. Donc merci encore pour votre soutien, c'est toujours super apprécié. Et aujourd'hui, pour vous, je réponds à 4 questions. La première question, c'est celle de Alem, donc qui m'écrit « Bonjour, merci pour la série d'informations sur les finances. Il y a quelques semaines que je ne comprenais rien aux finances et aux investissements. Je suis avec une compagnie de gestion que je ne vais pas nommer et elle a réalisé l'ampleur dont on parle quand elle a retiré les RE de son fils. Donc, elle a une stratégie d'investissement 60% actions, 40% obligations et il n'y a eu presque aucun rendement avec des frais exorbitants. Donc, en gros, elle avait mis 20 000 $, puis le gouvernement avait mis à peu près 5 000 $ dans le RE et sur 15 ans, elle a eu seulement un rendement de 3 000 $ et elle avait précisé pourtant qu'elle voulait une stratégie agressive au départ. Bref, j'ai pas les informations là, de ce qui a été dit avec son conseiller, mais elle semble déçue là, après 15 ans des rendements qui ont été faits alors qu'elle avait commencé le RE à 3 ans, lorsque son fils avait 3 ans. Bref, elle dit qu'il n'est jamais trop tard de bien faire et sa question, étant donné que REER, CELI et comptes non enregistrés sont à 60% dans des fonds communs, elle dit c'est quoi le meilleur moment pour sortir parce qu'elle sait qu'on va aller en récession et les fonds communs vont descendre, mais pas autant que les FNB. Elle dit est-ce que je convertis les fonds communs en obligations et lorsqu'il va y avoir une récession, je convertis le tout dans des FNB en actions. Donc ce qu'on comprend en gros, c'est elle dit est-ce que je vends mes fonds communs, j'achète des obligations, puis quand il va y avoir une récession, je vends mes obligations, puis j'achète des actions à travers un FNB. Donc, on appelle ça du market timing. Avant de répondre, sachez qu'Alem m'a répondu il y a un bon bout de temps, là. Donc je suis pas capable de rattraper toutes les questions que je reçois, donc ça fait un bon bout qu'Alem m'a écrit. On n'a pas encore entré dans une récession, donc on voit justement, là, ça fait au moins 6 mois là, et plus là, qu'Alem m'a écrit. Donc on peut voir que quand on essaie de prédire des récessions ou des baisses de marché, ben on voit que là, on aurait manqué une bonne hausse là, depuis 6 mois, 1 an là, du marché boursier. Bref, je vous montre ma réponse à Alem. Là. J'ai dit bonjour Alem, merci pour les bons mots et oui, mieux vaut tard que jamais là, pour prendre en main ses finances. Pour répondre à sa question, je disais que je ne peux pas savoir c'est quoi le bon moment pour sortir ou rentrer sur le marché boursier et personne ne le sait. Sinon, ces gens-là seraient facilement milliardaires. Je disais que ma stratégie à moi, c'est simple, c'est investir un montant X chaque fin de mois dans un FNB passif indiciel comme VEQT, XEQT, XGRO, etc. Après ça, est-ce qu'il va y avoir une récession? Est-ce que j'aurais mieux fait d'avoir des obligations ou des revenus fixes? Peut-être, mais les données historiques montrent que d'être investi à 100% en actions pendant 15 ans, c'est rarement une mauvaise chose, alors que les données disent le contraire pour ceux qui essaient de timer le marché, comme Alem me suggérait dans son message. Je lui demandais aussi pourquoi elle pensait que ces fonds communs allaient performer mieux qu'un FNB en temps de récession. Donc, je disais que ces fonds communs suivent probablement les mêmes indices que les FNB, donc elle a juste à suivre les mêmes indices avec un FNB, avec des frais de gestion beaucoup plus bas. Donc, elle avait des frais de gestion en haut de 3%. Donc, c'était ma réponse rapide, mais je disais de ne pas hésiter si c'était pas clair. Et merci de m'écouter, bien sûr, sur le podcast. La question numéro 2, c'est une personne anonyme. Elle ne m'a pas demandé d'être anonyme, mais je n'ai pas demandé non plus de partager sa question. Puis, il y a beaucoup d'informations pour moi qui sont personnelles avec des chiffres, donc je ne voulais pas nommer son nom. Cette personne-là m'écrivait « Salut, premièrement, merci pour ton podcast. Je crois que tu aides beaucoup de gens, dont moi, à se remettre sur le droit chemin de l'épargne. Ma question, c'est, il travaille pour une compagnie X. Donc, avec sa compagnie, ils peuvent acheter des actions de la compagnie là, pour laquelle il travaille. Et celle-ci va mettre 30% de boni. Donc, s'il met 3% d'actions, la compagnie va mettre, par exemple, à peu près 1,33 $ en actions de plus. Il me demande, est-ce que ça vaut la peine d'investir dans ça ou je suis mieux de prendre des FNB passifs indiciels? Il disait qu'il avait comme idée de prendre juste assez là-dedans en REER pour baisser d'une braquette d'imposition et de mettre le reste dans son CELI avec une plateforme de courtage là, dans des FNB indiciels. Donc, en gros, est-ce qu'il cotise? Quel montant il devrait cotiser pour acheter les actions de sa compagnie? Lui, sa stratégie, ça serait de cotiser juste assez dans son REER puis de mettre le reste dans un CELI dans des FNB. Donc, je le remercie d'abord pour ses bons mots. Sinon, je disais pour sa question, c'est pas facile de répondre. D'un côté, c'est un rendement de 30% assuré. Mais d'un autre côté, c'est un manque de diversification flagrant. Là. Si tu places 50% de ces placements individuels dans la compagnie et que le rendement est super mauvais, ben ça peut faire très mal.
J'ai regardé, là, sa compagnie est publique, là. Honnêtement, elle fait super bien dans les dernières années, puis les chiffres sont quand même intéressants, donc c'est vraiment pas facile de décider si ça vaut la peine ou non de tout mettre un peu ses œufs dans le même panier. Mais en fait, moi, c'est clair pour moi que c'est pas le cas, là, mais je comprends que ça peut être difficile de cracher sur un 30% de rendement assuré. Ce que je lui demandais, c'est lui qui est à l'intérieur, est-ce qu'il croit à la compagnie? Donc, ma réponse, s'il croit vraiment à la compagnie, c'est que c'est peut-être une bonne idée, mais ça dépend du pourcentage qu'il accorde dans ses investissements. Donc, c'est quoi le pourcentage de son patrimoine qu'il va investir là-dedans s'il veut descendre d'une braquette? Donc, lui, il voulait le faire pour descendre d'une braquette d'imposition. Si c'est le cas, est-ce qu'il met 10 000? Ben, 10 000 c'est tout ce qu'il investit dans l'année ou c'est 10% de ce qu'il investit? Bon, c'est un peu irréaliste 10%, mais c'est-tu 30% de ce qu'il investit dans l'année? 40%? Donc, ça dépend vraiment de ces chiffres là, que j'avais pas quand j'y ai répondu. Je disais que j'aimerais ça prendre position, là, lui dire que je ne dépasserais pas 10% personnellement, mais ça serait de cracher sur du rendement de 30% garanti aussi, donc c'est vraiment dur de répondre. De toute façon, je disais que j'avais rien lu ou écouté sur ça. C'est la première fois que je reçois ce type de questions-là. Donc, mon opinion, c'est vraiment mon opinion personnelle, puis c'est pas super clair encore, là. Mais je disais qu'il était vraiment mieux placé que moi pour décider selon son feeling. Mais 30%, selon moi, là, ça semblait être le maximum du montant qu'il investit dans une année qu'il épargne. Donc, si, exemple, il épargne 10 000 $ par année, ben, j'irais peut-être autour de 300, 350 $ pour acheter les actions de sa compagnie. En même temps, si cette compagnie-là fait des rendements de fou dans les 10 prochaines années, on va se sentir mal de ce que je viens de dire là, mais on peut jamais savoir. Donc, je m'excusais là, pour ma réponse confuse. Puis, j'ai répondu comme si je répondais à un ami là, qui me posait la question avec aucune organisation dans ma réponse. Donc, je l'ai invité à prendre d'autres opinions que la mienne, là, notamment sur le groupe Facebook L'argent ne dort jamais. Je disais que c'est un groupe super génial là, pour avoir des réponses qui sont bien sûr pas scientifiques ou qui ne reposent pas sur des faits non plus. Là. C'est vraiment des opinions, mais c'est le fun des fois d'avoir des opinions diversifiées. Donc, je disais bonne réflexion. Personne anonyme m'avait répondu, m'avait dit « Wow, merci, je ne m'attendais pas à une réponse aussi complète. » Bon, il n'a pas écrit décousu, là, mais on comprend qu'il aurait pu répondre décousu aussi. Bref, il disait que le changement de braquette est difficile à prévoir parce qu'il n'y a pas un salaire fixe. Il fait de l'overtime, etc. Mais il voulait vraiment pas mettre plus que 15-20% là, du montant qu'il épargne chaque année. Donc, ça, c'est moins que le 30% que je suggérais, ce qui est idéal selon moi. Là. Il disait que c'est vraiment dans le but de diversifier un peu parce qu'il y a déjà des REER avec un conseiller. Il y a des RE pour les enfants, puis il dit qu'avec moi, il va commencer à investir dans des FNB sans courtier, donc sans conseiller non plus. Donc, il me disait merci pour la réponse. Il dit peut-être tu t'en doutes, mais il dit que j'ai probablement changé l'avenir de beaucoup d'enfants ou d'adultes un jour avec mon podcast et que les parents d'aujourd'hui vont peut-être se mettre à investir, c'est pas rien. Il me dit merci encore et à plus. Donc, un message très gentil. Merci personne anonyme. Je disais, wow, merci pour ton dernier message. Ça me touche beaucoup. Parce que si je compte les heures que je fais, je suis payé peut-être à peu près 2,50 $ avec le podcast, sans compter mes lectures. Mais quand je jase avec le monde, je me rends compte que j'ai un petit impact là, potentiel, puis je me dis que c'est du bénévolat, donc que je peux faire pour la communauté. Donc, au lieu de donner de l'argent à des organismes parce que je suis trop cheap, ben, j'essaie d'éduquer financièrement mes compatriotes québécois pour un avenir financier plus brillant au Québec. Bon, là, on va dire que je me surestime un petit peu, là, mais je crois avoir un impact minime là, sur certaines personnes. Donc, je disais bon succès dans ces investissements, puis de ne pas hésiter à me poser d'autres questions. Il semblait être très bien parti financièrement. Désolé, chère personne abonnée, c'était pas ma réponse la plus organisée que je vous ai lue aujourd'hui. Question numéro 3 de Jean. Donc, Jean m'écrivait « Bravo pour ton balado, je l'adore. Il m'aide à choisir mes prochaines lectures. Il dit qu'il aime beaucoup les épisodes pour les personnes abonnées avec un petit peu des sujets qui l'interpellent un petit peu plus. » Donc, il investit depuis longtemps, mais il dit que très récemment, c'est juste très récemment qu'il a commencé à le faire de manière autonome. Il a lu le livre de 0 à millionnaire de Nicolas Bérubé et ça lui a ouvert les yeux sur plusieurs aspects qu'il ne connaissait pas. Donc, il a 39 ans, il veut prendre sa retraite à 51 ans, sa conjointe a 36 ans et ils ont déjà plus d'hypothèque et aucune dette. Bravo aux gens, c'est génial. Donc, il dit qu'ils rentrent dans leur dernier sprint de 12 ans avant leur liberté financière et leur but, c'est remplir REER et CELI au maximum le plus vite possible sans nuire à leur qualité de vie. Donc, leur plan y est fait, sont confiants, mais ils se questionnent beaucoup sur la diversification de portefeuille. Il dit qu'il y a une forte tolérance au risque, donc il est 100% en action dans des FNB passifs indiciels sur le marché boursier. Il dit qu'il aimerait beaucoup m'entendre parler de diversification de portefeuille, mais d'un côté mathématique, en comparant des chiffres avec des chiffres et en comparant les performances passées et les perspectives futures des marchés en mettant de côté les émotions d'investisseurs. Donc, il dit par exemple, il n'est pas convaincu que d'aller avec VEQT qui contient VUN, VCN, VU et VEE, donc 4 autres FNB,
Parce qu'il dit que VIU et VEE, qui sont les indices internationaux et émergents, tirent les rendements de VEQT vers le bas depuis plusieurs années. Il dit notamment que VFV, qui est le SP500, performe beaucoup mieux, alors que les autres FNB indiciels performent moins bien. Donc, ce qui veut dire, c'est pourquoi la majorité des conseillers incitent à investir dans des indices plus risqués et volatiles en disant que c'est pour minimiser le risque en diversifiant. Il dit, outre le côté émotionnel de protéger son portefeuille en surdiversifiant, il ne voit pas la logique de prendre ce risque-là d'aller dans des indices qui performent moins bien. En gros, il dit pourquoi aller vers le total market, un indice comme VEQT, alors que le niveau de risque semble plutôt plus grand, plus volatile, alors que les rendements semblent jamais avoir été au rendez-vous pour plusieurs FNB qui font partie de ce FNB tout en un. Donc pour lui, en gros, il irait peut-être plus vers le SP500. Je dis salut Jean, merci encore une fois pour tes bons mots et bon succès dans tes objectifs de retraite hâtive. Donc déjà aucune maison, aucune dette, fin trentaine, c'est génial. Sinon, là, je résumais sa question en disant pourquoi investir dans des FNB diversifiés géographiquement pour diminuer le risque alors qu'on augmente finalement ce risque-là parce qu'on investit dans des régions qui sous-performent de toute façon historiquement le SP500. Je disais que je savais pas si je résumais bien sa question puis de me corriger si c'est pas le cas. Là. Donc, en gros, je disais que mathématiquement, il y avait raison si on regarde le passé, mais le passé n'est pas garant de l'avenir comme je l'entends souvent et que je l'ai répété parfois sur le podcast. Rien ne dit que le marché américain va dominer dans les 15 prochaines années et rien ne dit le contraire non plus. Là. On n'a pas de boule de cristal, c'est impossible de savoir ça. Peut-être que moi, je devrais miser 100% sur le marché américain ou du moins un peu plus que je le fais actuellement. Cependant, mathématiquement, on se rend compte que la valorisation du marché américain est plus haute que le marché international et que les marchés émergents. Il y a donc une moins grosse marge d'erreur dans le futur pour répondre aux attentes des investisseurs si on investit seulement sur le marché américain. De plus, si on diversifie avec VEQT, par exemple, on ne mise pas contre les États-Unis. On investit plutôt en lui selon son poids à peu près relatif dans l'économie mondiale. C'est moins vrai là, avec VEQT ou les All-in-One canadiens là, avec le biais local, mais bon, on investit quand même majoritairement aux États-Unis. Donc, tu pourrais plutôt mobiliser certains FNB sous-jacents à VEQT comme moi je fais et investir les pourcentages qui te conviennent, qui te semblent plus adéquats. Et tu pourrais même, exemple, surpondérer les États-Unis à 75-80% si tu le souhaites. Dans mon cas, quand je considère mon CELI Montréal, là, au moment où j'écrivais à Jean, désolé Jean, j'avais oublié à qui je répondais dans mon épisode. Donc, au moment de répondre à Jean, j'étais investi à peu près à 71% en Amérique du Nord, donc Canada, États-Unis. Est-ce que je serais avantagé à l'être plus dans les 15 prochaines années? Peut-être que oui, peut-être que non. Vous avez vu dans mon bilan de la semaine passée, en fait, il y a quelques semaines, que j'ai augmenté un peu mon exposition aux États-Unis pour monter à peu près à 62-67% au lieu du 70%. Donc, je me rapproche un petit peu plus là, de la pondération réelle des États-Unis, mais c'est pas encore parfait dans mon portefeuille, mais je suis confortable d'avoir un petit peu plus de Canadiens sans que ce soit exagéré non plus. Donc, je disais que je tournais un peu autour de sa question là, parce que la réponse simple, c'est que je veux pas le savoir et je peux pas le savoir en fait, ça va être quoi l'avenir et personne ne le peut. Je diminue donc mon risque en accordant environ la pondération géographique là, à chaque pays selon son poids sur l'économie mondiale. Je m'assure ainsi de ne pas avoir de coup de circuit, mais d'avoir une retraite qui est quand même plus que confortable. Je disais que c'est une longue réponse à une longue question. Là. Je vous avais même résumé la question de Jean plus tôt parce qu'elle était très longue et malheureusement, je ne peux pas trancher. Là. Je lui proposais de bonnes réflexions de son côté. Jean m'avait répondu, m'avait dit merci pour ta réponse rapide. Je pense qu'il a assez bien saisi. Là, il disait que j'avais assez bien saisi sa question. Donc, s'il résumait, il disait que le marché américain il est plus valorisé et il y a une moins grande marge d'erreur. Donc, les chances de gain sont peut-être moins grandes dans le futur que le marché international. Donc, on est plus dans une optique de diversification sur un potentiel de gain futur qu'une diversification pour minimiser le risque de perte. Donc, il précisait qu'il comprenait très bien qu'on ne peut pas prédire les marchés et qu'il n'y a pas de réponse précise. Il essayait plutôt de comprendre la logique mathématique derrière la diversification et non le côté psychologique. Donc, j'ai répondu à certaines de ses affirmations dans sa dernière réponse. Là, il disait le marché américain étant plus valorisé et ayant moins de marge d'erreur, les chances de gain sont moins grandes pour le futur qu'à l'international. Je répondrais non parce que ça sonne comme si je pourrais connaître la réponse à cette question-là. Je dis juste que dans le contexte actuel, je suis pas prêt à miser plus sur les États-Unis par rapport à leur valeur réelle sur le marché que d'autres marchés. Là. Je suis pas prêt à surpondérer le marché américain. Il disait aussi, donc, on est plus dans une optique de diversification sur un potentiel de gain futur que d'une diversification pour minimiser le risque de perte. J'y répondais non.
on est juste sur une diversification qui accorde à chaque pays un pourcentage du portefeuille équivalent environ à son poids sur l'échiquier mondial. Personnellement, je pense que le rendement international va être plus élevé dans les 15 prochaines années avec des puissances en émergence comme l'Inde et le ratio price-earnings actuel des États-Unis. Mais qui je suis pour dire ça? Mon opinion vaut pas mieux que celle de ma blonde ou mon père qui connaissent rien aux finances. En plus de ça, c'est difficile de miser contre les États-Unis après les rendements des dernières années. Donc pour moi, les deux stratégies sont bonnes. Tu peux juste surpondérer chaque pays selon sa valeur sur le marché mondial ou tu peux surpondérer un petit peu les États-Unis en misant sur des FNB indiciels. Une fois rendu là, États-Unis ou plus de diversification, c'est un choix personnel selon tes objectifs personnels. Ça répète un petit peu, mais c'est pas mal ça. Quatrième question et la dernière pour aujourd'hui vient de Joey. Il m'écrit « By the way, pour les choix de plateforme de trading, Interactive Broker, c'est un excellent choix que tu peux également mettre en valeur. Leurs frais de transaction débutent à 1$ et ça diminue selon le volume d'actions que tu vas trader. Et en plus, c'est eux qui ont le meilleur taux de change pour le marché canadien selon ce que j'ai entendu. Tu parlais sur un podcast des meilleures plateformes et je constatais que tu mettais en premier plan les frais de transaction. Mais le deuxième critère qui me semble important, c'est justement le taux de change, car majoritairement, les gens vont sur le marché US pour le volume et les actions qui sont disponibles sur ces marchés-là. Sinon, un outil que je t'ai pas entendu parler sur le podcast, c'est la plateforme TradingView, qui est super user-friendly pour l'analyse technique fondamentale, etc. Donc, j'imagine que tu la connais déjà, mais sinon, va la voir. Un sujet que je suis sûr qui serait intéressant, ça serait le CELIAP. Ça serait vraiment cool, un épisode sur ça. Et il me dit qu'il a également essayé de trouver mon fameux VOQT, mais que je mentionne souvent, mais il ne l'a pas trouvé. Est-ce qu'il l'écrit mal? Donc, il a dit VOQT. Il disait qu'il ne le trouvait pas sur TradingView ni sur Interactive Broker. Petit bonhomme triste. Donc, je disais salut Joey pour Interactive Broker. Je suis d'accord qu'il s'agit d'une bonne plateforme de courtage, mais pour moi, c'est justement pour des investisseurs plus avancés qui font du trading. Donc, 80% de mes auditeurs sont débutants et vont investir dans des FNB canadiens ou américains, donc des FNB indiciels. Pour moi, la plateforme Interactive Broker est beaucoup trop complexe pour rien pour commencer dans l'investissement autonome. Leurs frais de conversion sont bien, mais ne sont pas utiles si les FNB dans lesquels tu as investi sont canadiens. Les frais de transaction d'$1 grugeraient donc plus que les frais de conversion peuvent redonner à la personne qui investit seule. J'ai toutefois jamais expérimenté la plateforme, donc je parle à travers mon chapeau. Je vais partager clairement tes propos la prochaine fois que j'en parle, donc c'est ce que je fais en ce moment. Pour TradingView, je l'aime pas, du moins pour l'analyse fondamentale. J'ai essayé leur screener et je l'ai pas aimé non plus. Je trouve pas les informations dont j'ai besoin dans ma stratégie à moi. Donc l'utilisation du site est pas super facile selon moi non plus. C'est peut-être intéressant pour les graphiques, mais j'utilise pas les graphiques quand j'investis. Donc pour moi, TradingView n'est pas intéressant, mais pour quelqu'un qui fait du trading, peut-être que c'est le cas. Pour le CELIAP, j'ai pas fait d'épisode sur un... En fait, je fais pas d'épisode sur un sujet en particulier. Là. Je résume des livres. Mais j'ai parlé du CELIAP 2 fois déjà là, en réponse à d'autres auditeurs. Par contre, peut-être faire un wrap-up là, sur le CELIAP, ça pourrait être plus clair dans un épisode des abonnés, donc je l'ajoute à ma liste de questions pour le futur. Pour VEQT, c'est pas VOQT, c'est VEQT, donc je dois mal le prononcer. Là. Je parle pas juste mal en anglais, on se dirait sur le podcast, peut-être des fois en français, je parle trop vite aussi. Donc je disais merci et bonne soirée mon cher. Donc c'est ce qui conclut aussi l'épisode d'aujourd'hui, donc je vous remercie pour votre soutien, votre rigueur dans l'écoute des épisodes de podcast. Donc, on se dit à mardi prochain pour le prochain épisode régulier. Ciao, ciao!